Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qu'est un dictionnaire en programmation. Un dictionnaire, c'est quoi? C'est une structure de données qui n'est pas spécifique à Python. On retrouve des dictionnaires, qu'on appelle aussi des tableaux associatifs, dans beaucoup d'autres langages, avec toujours les mêmes spécificités. Un dictionnaire est une structure de données qu'on utilise quand on a besoin de modéliser des associations entre des clés et des valeurs. Par exemple, à chaque mot de la langue française, je peux associer sa définition. Je peux modéliser cet ensemble d'associations par un dictionnaire, et dans cet exemple, les clés sont les mots en français et leurs valeurs associées, leur définition. Un autre exemple, à chaque mot de la langue anglaise, j'associe sa traduction en français. Ici, les clés sont les mots en anglais et la valeur associée, sa ou ses traductions en français. Une autre caractéristique des dictionnaires, c'est que ce sont des structures de données mutables. On peut ajouter ou supprimer des éléments, par exemple. On entend par élément dans un dictionnaire une association clé-valeur. Contrairement à une liste ou à un tuple, un dictionnaire n'est pas indexé. Et dernière particularité dont je parlerai ici, chaque clé est unique. Il n'y a pas de doublon pour les clés. On retrouve là deux propriétés qui devraient vous rappeler ce qu'on a vu pour les ensembles. Et vous avez raison, il y a effectivement quelques similarités entre les ensembles et les dictionnaires. Je continue avec quelques remarques. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, un dictionnaire est une structure de données mutable. En revanche, les clés d'un dictionnaire sont nécessairement non mutables. C'est important, et comme pour les ensembles, Python vérifie et générera une erreur si vous essayez de mettre en clé une variable mutable. Ce n'est pas le cas en Java. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez générer des bugs très difficiles à corriger. Autre remarque, un dictionnaire n'est pas indexé. On n'a donc pas d'accès direct aux clés. Il n'y a pas de première clé, il n'y a pas de dernière clé, il n'y a pas de clés d'indice 3. Pour autant, ce n'est pas le cas au total et les clés sont bien rangées dans la mémoire, nous y reviendrons plus tard. Et pour terminer la liste des spécificités d'un dictionnaire, si on n'a pas d'accès direct aux clés, en revanche, on a un accès direct aux valeurs, à partir du moment où on connaît la clé associée. Pour vous donner une image, pas tout à fait exacte, mais tant pis. Si je veux trouver la définition du mot raclette dans un dictionnaire, je ne vais pas feuilleter les pages au hasard et regarder les définitions une par une. Je peux trouver la définition rapidement parce que les mots, les clés, sont bien rangés. En revanche, si je cherche à quel mot correspond la définition appréhension angoissante que certains individus éprouvent en face de la mer, c'est-à-dire si je cherche une valeur en particulier sans connaître la clé associée, si je cherche une définition sans connaître le mot associé, eh bien là, je n'ai pas d'autre choix que de passer en revue tout mon dictionnaire. Enfin, jusqu'à ce que je trouve. Les clés sont bien rangées dans la mémoire, mais en revanche, pas les valeurs. Bien, il est temps de passer à la suite, et pour appuyer mes exemples, j'utiliserai le même jeu de données que vous connaissez maintenant. Avec cet exemple, je peux utiliser un dictionnaire pour modéliser l'ensemble des données, c'est-à-dire que je peux, dans la même structure de données, avoir à la fois le nom des champions et leur dommage niveau 1. Alors vous allez me dire, on pouvait déjà le faire. Il suffit en fait d'utiliser une liste de tuples. Et c'est tout à fait exact. Mais avec une liste de tuples, vous ne pourrez pas modifier les dommages de Jax, par exemple, quand il montera d'un niveau. Avec un dictionnaire, vous pourrez. Bon, voyons tout de suite comment on construit un dictionnaire en Python. On utilise des accolades, comme pour un ensemble, et les associations entre clés et valeurs sont symbolisées par 2 points, et les blocs clés-valeurs sont séparés par des virgules. Dans cet exemple, la variable dommage est de type dictionnaire, dict. Elle contient 5 éléments, ses clés sont de type str et ses valeurs sont de type entier, int. Pour construire un dictionnaire vide maintenant, on peut soit utiliser le constructeur vide dict avec aucun paramètre à l'intérieur, soit 2 accolades avec rien dedans. Passons à la représentation en mémoire d'un dictionnaire. L'instruction à l'écran est une affectation. À l'issue de cette affectation, on a une variable dommage dans la pile qui est reliée à un dictionnaire dans le tas. Python-Tutor représente un dictionnaire sous la forme d'un tableau à 2 colonnes. Les clés sont dans la première colonne et les valeurs dans la deuxième. Je pense que vous voyez mieux maintenant pourquoi les dictionnaires sont aussi appelés des tableaux associatifs. Comment fait-on pour accéder à un élément? Si je veux accéder à Sivir, par exemple, eh bien Sivir est une clé de mon dictionnaire qui n'est pas indexée.
De la même façon qu'avec les ensembles, si vous écrivez dommage crochet 3 par exemple, cela vous donnera une erreur de syntaxe. Dans un dictionnaire, on n'a pas d'accès direct à une clé en particulier. Ça ne veut pas dire que ces clés sont inaccessibles. On peut faire une boucle par exemple pour les rechercher, simplement on n'a pas d'accès direct. En revanche, si je veux accéder au dommage de Sivir, c'est-à-dire à la valeur 65, il suffit d'écrire dommage et la clé entre crochets pour accéder à la valeur associée. Ici, l'affectation A égale dommage crochet Sivir affecte bien la valeur 65 à la variable A. Voyons maintenant comment on fait pour modifier un dictionnaire. Commençons par ajouter un élément. Par exemple, si je veux ajouter Azir dont les dommages sont de 52. Il n'y a pas de méthode à proprement parler pour faire ça. Il suffit de faire une affectation. L'affectation dommage crochet Azir égale à 52 crée la clé Azir dans le dictionnaire et lui associe la valeur 52. Voyons voir maintenant comment on supprime un élément. Dans mon exemple, si je veux supprimer Azir de mon équipe et supprimer la valeur 52 en même temps, eh bien pour cela, j'utilise la méthode pop en mettant en paramètre la clé. Attention, si vous utilisez cette syntaxe avec une clé qui n'existe pas dans le dictionnaire, vous aurez un message d'erreur lors de l'exécution du script. Maintenant, un petit mot sur la substitution. Vous vous souvenez, avec les listes, il était très facile de remplacer un élément par un autre en utilisant les indices. Mais dans un dictionnaire, il n'y a pas d'indice, et donc, de la même façon que pour les ensembles, il n'est pas possible d'effectuer une substitution des clés. Je ferai la même remarque que j'ai faite pour les ensembles. Il est tout à fait possible de supprimer Sivir puis d'ajouter H ensuite, mais techniquement, dans ce cas, H ne prendra pas la place de Sivir. Si remplacer une clé par une autre n'est pas possible dans un dictionnaire, il est tout à fait possible, en revanche, de remplacer une valeur par une autre, à condition toujours de connaître la clé associée. Par exemple, je veux remplacer les dommages de Jax. Dans l'exemple qui est à l'écran, ces dommages sont à 7, ce qui n'est pas trop raisonnable. Je veux remplacer le 7 par 70. Si je connais la clé, ici Jax, c'est très facile. Il suffit de faire une affectation. Dommage crochet Jax est égal à 70, ce qui va remplacer la valeur associée à Jax par la valeur 70. Pour résumer, quand je fais une affectation de ce type, le nom d'un dictionnaire et entre crochets, une valeur est égale à une autre valeur. Eh bien, soit l'expression entre crochets désigne une clé qui existe déjà dans le dictionnaire et ça met à jour la valeur associée, soit l'expression entre crochets ne désigne pas une clé déjà existante dans le dictionnaire et dans ce cas, la clé est créée et elle est associée à la valeur précisée dans l'affectation. Il est temps de passer au parcours d'un dictionnaire et je vais m'y attarder un petit peu. On peut parcourir un dictionnaire de 3 manières différentes. Alors, la première façon, c'est un parcours par clé. Voici la syntaxe. For la clé, in le nom du dictionnaire, .keys, et ensuite les instructions que vous voulez mettre dans votre boucle. Ici, un simple affichage. Ce petit script affiche le nom des champions de mon dictionnaire, c'est-à-dire les clés de mon dictionnaire. Attention, l'ordre de parcours n'est pas nécessairement celui dans lequel vous avez ajouté les éléments. En fait, si en Python, depuis la version 3.6 je crois, mais c'est une des spécificités de Python. En Java par exemple, ou avec une version antérieure de Python, l'ordre d'apparition des clés peut apparaître chaotique, un petit peu comme pour les ensembles. Une petite remarque, si vous ne mettez pas le point keys, eh bien ça fonctionne quand même. Mais dans un souci de précision, je vous demanderai de le préciser systématiquement. Alors, un deuxième type de parcours, on peut parcourir les dictionnaires par valeur. Voici la syntaxe. For le nom des valeurs, in le nom du dictionnaire, .values, 2 points, et les instructions que vous voulez mettre dans la boucle. Ici, encore une fois, un simple print. Là encore, en Java ou avec une version un peu ancienne de Python, l'ordre d'apparition des valeurs n'est pas garanti. J'utilise ce type de parcours quand j'ai besoin des valeurs, uniquement des valeurs et pas des clés. Je vais terminer par le parcours un petit peu magique. C'est le parcours par clé-valeur. Avec cette syntaxe, on a accès à la fois aux clés et aux valeurs. Pour cela, on utilise les tuples et la syntaxe est la suivante. For le tuple clé valeur in le nom du dictionnaire .items, 2 points, et les instructions qu'on veut mettre dans la boucle. Avec cette syntaxe, on peut ainsi parcourir le dictionnaire en ayant accès à la fois aux clés et à la fois aux valeurs, ce qui est bien souvent très pratique.
Encore une fois, l'ordre d'apparition des éléments n'est pas du tout garanti. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à noter vos questions pour me les poser lundi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.